Ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane sur RLP. RLP toujours à la Foire Expo avec Emmanuel Dufour. Emmanuel a rejoint RLP il y a très peu de temps, nous le connaissons peu, c'est l'occasion de vous le présenter. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Sur ce plateau avec Christine Darbout. Bonjour Christine. Bonjour. Et Antoine, bonjour Antoine. Bonjour Stéphane. Alors Emmanuel Dufour, tu es auteur tout court ou auteur de manière générale ? Auteur dans différents genres. J'ai commencé étant ado à écrire des textes courts, des nouvelles, des contes, des petites choses. Et puis sur le coup j'avais je crois 35 ans, j'ai commencé à avoir toute une profusion d'idées qui auraient pu constituer un premier roman. Donc je m'y suis mis et 9 ans plus tard, mon premier roman est sorti. C'était un roman de science-fiction intitulé Rendez-vous, qui a été suivi par deux autres tomes. Enfin, donc ce premier roman était un roman à part entière qui se tenait tout seul, mais qui m'a inspiré d'autres idées et qui aujourd'hui constitue une trilogie que j'ai appelée les Chroniques Sélène. Vous étiez en quelle année ? Comment ? Vous étiez en quelle année ? Alors le tout premier est sorti dans les derniers jours de 2014 et la version en livre électronique et la version papier début 2015. Et donc il s'intitulait Rendez-vous. Depuis j'ai écrit et publié Rendez-vous manqué et Dernier rendez-vous, et qui avec le premier forme une trilogie. J'ai aussi écrit un thriller intitulé Ogre. L'année dernière un polar humoristique intitulé Bon baiser du bison, dont l'action se déroule à Brive-la-Gaillarde, qui a pas mal de succès sur les salons et les dédicaces. J'ai aussi un recueil de nouvelles, un petit conte de fées, un petit roman jeunesse fantastique, et là je viens tout juste de porter la dernière main à un petit livre enfant, enfin pour des très jeunes enfants, que j'ai osé illustrer de mes propres aquarelles. Donc on verra ce que ça donne. Moi, je viens de l'auto-éditer, je vais passer commande des premiers exemplaires et il passera l'épreuve du feu lors de prochains salons et dédicaces. C'était très complet, bien expliqué. Maintenant, c'est vrai qu'il faut voir, il faut lire. Je suis curieuse aussi de voir les illustrations. Parce que c'est important. C'est un livre. C'est un livre pour enfants, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc oui. Le tout dernier s'intitule Alice et l'homme des cimes. Oui. Il fait une trentaine de pages, avec à chaque fois la page de gauche illustrée en pleine page et un petit texte en page de droite, voilà, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui, le soir, quand elle ne trouve pas le sommeil, grimpe sur sa chaise, ouvre sa fenêtre et observe les cimes qui brille sous la lumière de la lune, jusqu'à ce qu'apparaisse l'homme des cimes, un personnage mystérieux qui va l'entraîner au monde des rêves. Ah, c'est charmant. Vous touchez à de nombreux genres littéraires ou vous en avez certains qui sont vos favoris ? Oui, alors pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la SF, du polar, du thriller, du fantastique et des écrits pour la jeunesse. Donc moi, ce qui me plaît surtout dans l'écriture, c'est le fait que les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe, et j'ai pas envie de m'en fixer. Donc actuellement, je suis aussi en train de travailler sur un roman assez difficile à définir, puisqu'en fait il a la structure donc ce serait quelque chose comme 9 nouvelles imbriquées les unes dans les autres, je dirais un petit peu à la Inception. Enfin, j'avais pas pensé à ça au départ, mais pour donner une image, ce serait un petit peu ça. J'ai également Sur le feu, mais bon, là ça commence à refroidir, faut que je m'y remette, un roman d'anticipation qui se situerait dans une quinzaine, une vingtaine d'années, en essayant d'imaginer vers quel chemin notre monde aurait pu évoluer.
C'est voilà, facile de toucher à tout un peu comme ça ou parce que souvent des auteurs peuvent se déclarer auteurs de SF et de fantastique et point à la ligne. Non, c'est pas facile, mais ce qui me plaît justement, c'est le défi à chaque fois de me frotter à un nouveau genre, un nouveau style, à me documenter sur des contextes géographiques, historiques, sociologiques que je ne connais pas. Alors je fais peut-être tout ça un petit peu en dilettante. Peut-être que j'aurais plus de succès si je me focalisais sur un genre en particulier dans lequel je suis bon, mais voilà, c'est mon choix. J'ai un peu peur de m'ennuyer. Comment dire, ça traduit aussi ça traduit mon caractère, parce que avant d'être auteur à plein temps comme je le suis depuis début 2023, j'étais pendant une petite douzaine d'années plombier artisan à mon compte en Corrèze. Avant ça j'étais informaticien, avant ça j'avais fait des études longues dans la recherche scientifique. Voilà, j'ai tendance à butiner un petit peu, toucher à tout. voilà, c'est ça. J'aime beaucoup découvrir de nouveaux contextes, de nouvelles connaissances, et puis repartir à zéro et me sentir ignare et avoir le plaisir d'apprendre de nouvelles choses. Alors, j'ai entendu des mots-clés qui forcément me font réagir. Donc tu as un parcours d'informaticien, tu m'as dit, tu étais ingénieur, tu as quelque chose, tu es... Oui, j'ai un diplôme d'ingénieur. D'accord. Ouais. Moi aussi, bonjour cher confrère. Voilà. Ça date de quelle année? Travailler dans quel secteur? Alors, enfin, mon diplôme d'ingénieur, je l'ai eu que je dise pas de bêtises, 94. D'accord. Donc tu as connu l'époque des startups, donc tu as vu tout ce qui s'est passé. Tu étais dans le web, tu étais dans le réseau. Non, parce qu'en fait, après mon diplôme d'ingénieur, j'ai engagé des études, jusqu'à un doctorat en mécanique des sols, donc c'était plutôt lié au génie civil. D'accord. Donc je suis allé jusqu'à la soutenance de la thèse, mais après ça, j'ai décidé de partir dans le monde de l'entreprise, et donc j'ai travaillé dans des SS2I. Je me suis retrouvé la plupart du temps dans des missions dans le domaine de la banque, de la finance. Voilà, donc ça pendant... Du Java Enterprise, ce genre de choses? Même pas, c'était du VBA principalement. Mon Dieu, effectivement. Et je comprends que tu as pu souffrir. Bon. Et c'est intéressant parce qu'après donc, tu es allé vers la littérature, tu es devenu auteur. Tu as toujours eu envie d'écrire ou ça oui, comme je le disais tout à l'heure, depuis que j'étais ado, j'écrivais dans des cahiers, des choses que j'écrivais pour moi, que je lisais éventuellement à mes proches, mais c'était tout. Et ça, j'ai jamais cessé d'écrire. Et il y a eu un moment où justement, quand j'ai eu 35 ans et où j'avais toutes ces idées qui fourmillaient et qui commençaient à me travailler, j'ai eu une inspiration un soir. C'était vers la fin de l'année 2014, même très précisément le 31 décembre, puisque si je me rappelle bien, ou 30 ou 31 décembre, j'ai écrit les premières lignes de ce premier roman. Après avoir pris conscience que je me sentais pas complètement accompli dans mon activité professionnelle de l'époque, et j'ai fait un petit rapprochement avec le message du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Voilà. Entre la rivière Piedra, le guerrier de la lumière, la cinquième montagne, et tout ça. Là, c'était L'Alchimiste. Donc, pour moi, la morale, c'est que finalement, le trésor que cherche le personnage principal dans cette histoire se trouvait sous son nez depuis le départ, devant lui. Il cherchait très loin, alors qu'il était devant lui. Il était là, à portée de main. Et symboliquement, je me suis dit que ce qui me plaisait depuis que j'étais enfant ou ado, c'était l'écriture, et que finalement la voie qui me permettrait de m'épanouir, c'était peut-être tout simplement celle-ci, que c'était pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Donc, à ce moment-là, j'ai continué parce qu'il fallait bien vivre. J'ai continué à travailler dans l'informatique, puis j'ai fait une reconversion pour partir à travailler dans la plomberie, qui pour moi aussi avait un peu plus de sens, mais c'est vraiment de ce jour que j'ai commencé à travailler sérieusement l'écriture, donc à écrire ce premier roman qui
qui m'a pris 9 ans, des premières lignes aux dernières corrections. J'ai une petite question avant de repasser la main à mes camarades, là, parce que ça m'intéresse. Je commence à voir un profil se dégager. Aujourd'hui, tu arrives à vivre de l'écriture, tu es professionnel ou tu as encore une activité pro en plus de l'écriture? Alors je n'arrive pas à vivre de l'écriture malheureusement. D'ailleurs hier j'étais présent au salon du livre de il y avait un salon à Auchan. Voilà, Christine était présente aussi. Oui, j'étais présente. Et il y avait sur le salon une jeune écrivaine qui s'appelle Émilie Chin qui elle vit de son écriture et dans les discussions qu'on a eues j'ai appris que 3% des auteurs parviennent à vivre exclusivement de leur écriture. Je fais partie des 97 autres pourcents qui d'une façon ou d'une autre arrivent à vivre malgré le fait qu'ils soient écrivains. Donc moi j'ai eu la chance d'être propriétaire de ma maison et puis d'avoir une entreprise donc j'ai pu revendre mon entreprise, mettre ma maison en location, faire des placements et voilà avoir un revenu fixe qui me permette de vivre. Et puis comme malheureusement c'était pas suffisant parce que les livres me rapportent très peu. Je peux dire le chiffre, j'en ai pas honte, mais c'est, je dirais, net une fois payé le prix d'achat des livres, les cotisations, etc. C'est entre 200 et 300 euros par mois. Donc c'est très très loin de faire vivre son homme. C'est comme l'argent de la musique, c'est de l'argent qui a de la valeur. Ah mais oui, voilà. Tout à fait. J'entends ce que tu dis. J'entends quitter les SS2I, quitter les grosses villes, quitter un environnement très particulier pour aller dans le Périgord où en fait on n'est pas forcément obligé de fréquenter des gens qu'on n'a pas envie de fréquenter, voilà. Où en fait on nous fout la paix, en fait on est peinard avec une douceur de vivre, quitte le choix de la liberté, de l'indépendance et de faire ce qu'on a envie de faire. C'est quelque chose que j'entends parfaitement. Voilà. Voilà. Mon ambition n'est pas d'être le plus riche du cimetière. Non, peinard, ça sera bien déjà en fait. Et produire ce qu'on a à l'intérieur qui veut sortir là, de manière, c'est déjà un bel accomplissement quelque part. Hein. Enfin, Emmanuel a l'air d'être un homme heureux. Hein? Ah bah oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut en avoir un minimum. Tout à fait ce qui est expliqué, je le comprends très bien parce que je suis un peu semblable. Voilà. J'ai de quoi me payer un toit sur la tête et de quoi remplir le frigo et ça me suffit. Je n'en demande pas plus. Moins c'est difficile. J'ai eu des périodes très compliquées financièrement et ça rend vraiment malheureux. Mais l'excès d'argent, moi, ne me rend pas heureux. Donc il est heureux et sage en plus. J'ai entendu parler, vous concernant, de livres audio. Oui. Est-ce un projet en construction? C'est un projet qui a débuté et entre autres grâce à RLP. Si j'ai quelques minutes, je peux raconter un petit peu la genèse de ce nouveau projet. Ça remonte à l'année dernière, je crois, c'était au printemps ou à l'été 2024 où mon amie et collègue autrice Séverine Mazière était interviewée à RLP. À propos de la sortie de son premier roman et en discutant avec le personnel de la radio, elle a entendu dire que l'idée était dans l'air de créer une émission de lecture de textes littéraires ou poétiques à l'antenne et elle a parlé de moi. Alors pourquoi a-t-elle parlé de moi? Parce que depuis maintenant un peu plus de 2 ans un collectif d'auteurs s'est formé sur Périgueux, donc on doit être je pense maintenant une trentaine ou une quarantaine. On se réunit tous les mois dans un café, on fait des ateliers d'écriture en temps, etc. Et en particulier dans ces ateliers d'écriture, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on se prend 2 heures, la personne qui invite propose un thème, tous les participants écrivent pendant 1 heure, puis on partage la lecture de nos productions. Chacun lisant ce qu'il a écrit aux autres et très souvent mes petits camarades me complimentaient sur mes capacités de lecteur, ce qui tombait bien parce que j'aime beaucoup lire, j'aime bien interpréter les textes et donc c'est pour ça que Séverine a parlé de moi à RLP en disant Emmanuel Dufour a des capacités dans ce domaine, donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de ce qui est maintenant le coin lecture et
Et en décembre dernier, lors d'un salon dont le nom m'échappe, je n'arrête pas d'essayer de le retrouver, je ne le retrouve plus, c'était du côté de la frontière de la Dordogne et de la Gironde, je parlais justement de cette émission avec un lecteur et un auteur qui était assis à côté de moi, Michel Messaël, m'a abordé en me disant moi j'ai écrit un livre que j'aimerais faire mettre en voix, donc est-ce que ça vous intéresserait? Donc, on en a discuté, je lui ai fait un bout d'essai que je lui ai soumis, ça lui a beaucoup plu et donc finalement on a réalisé j'ai réalisé l'enregistrement complet du livre, donc qui s'appelle attends, que je ne me trompe pas sur c'est un livre qui parle de des harkis, qui est intitulé, je crois que c'est Histoire d'un harki mon père, je sais plus, non, ou Itinéraire, j'ai un doute sur le premier mot, Itinéraire d'un harki mon père, je crois que c'est ça, de Michel Messaël. Oui, il y a un sujet en plus là quand même. Hein, voilà. Et donc ça a été une première expérience de livre audio. Et aujourd'hui, ça se présente comment? Alors, justement hier, lors du salon de Marsac, j'ai été abordé par une autre autrice qui serait intéressée par l'enregistrement de son livre. Sinon, j'ai fait aussi au mois d'avril une formation à Paris de 2 semaines de spécialisation en lecture de livres audio, à la fois pour ce qui est des aspects d'interprétation et puis les aspects techniques, pour pouvoir travailler en home studio chez moi. Donc j'ai depuis acheté le matériel qu'il faut pour pouvoir le faire. Et puis j'ai passé des castings dans un certain nombre de studios, dont Studio Parisien, alors c'est un casting généraliste, je dirais, pour enrichir leur catalogue de voix. Donc en particulier le studio House et Prod, qui m'a fait un retour très très positif et qui m'a déjà proposé à certains éditeurs. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois ils proposent plusieurs voix et c'est l'éditeur ou l'auteur qui choisit. Donc pour l'instant, j'ai pas encore commencé à travailler avec eux par ce biais-là, mais c'est des pistes qui restent ouvertes. Et puis. Et comment ça se présente en fait? Je connais pas du tout ce monde du livre audio. Comment ça se présente en tant que personne qui lit un livre pour d'autres? Donc, si je comprends bien, c'est plusieurs lecteurs qui présentent leur propre lecture. Avec leur propre voix. Les auteurs, tu veux dire? Ça peut être... c'est que les auteurs qui lisent leur livre ou c'est d'autres? Ça peut être d'autres. Ah non, ce sont d'autres, non. Certains auteurs quand je dis lisent lecteur, même je leur parle livre. de la personne qui lit le livre audio. Oui, de l'interprète. Voilà. Non, certains il y a des voix célèbres qui ont donné leur voix à des œuvres, notamment pour enfants ou pour moins enfants. C'est un art aussi. Le livre audio est quelque chose qui ont fait des documentaires télévisés aussi. Des personnes... Oui, mais là on est dans le domaine des voix. Effectivement, il y a des gens dont le métier c'est d'être voix off, ou d'être lecteur de livres audio, ou voix de publicité. C'est tout un domaine. Alors parfois ce sont des comédiens dont on voit aussi le visage, parfois ce sont des gens qui ne travaillent que dans le domaine de la voix. Après, certains auteurs sont eux-mêmes lecteurs de leurs livres, particulièrement Marc Lévy, qui est vraiment un très bon interprète. J'ai écouté certains de ses livres en livre audio et il a vraiment un talent pour ça, en plus du talent pour l'écriture. Et est-ce qu'il peut y avoir plusieurs voix? Oui, ça arrive. Ouais. Alors là, j'ai plus les titres en tête. Je suis désolé, j'ai souvent des trous de mémoire, mais la plupart du temps, la lecture est faite par un seul ou une seule interprète. Mais il arrive qu'on ait 2, 3, voire autant de voix qu'il y a de personnages. Ça peut arriver aussi. On peut également inclure des bruitages, des musiques, etc. L'éventail va de la simple lecture par un seul lecteur sans aucun effet sonore jusqu'à je dirais quasiment une mise en scène sonore, une mise en voix, une mise en son de l'œuvre. Et ça demande de l'entraînement, plusieurs lectures du livre? En principe, il serait bon d'avoir lu en entier le livre avant de l'interpréter. Dans la pratique, les gens qui travaillent régulièrement, qui enregistrent souvent des livres audio, n'ont pas le temps de lire tous les livres à l'avance. Donc, ils les parcourent, ils se renseignent au moins dessus pour savoir de quoi ça parle, évidemment, pour connaître les personnages principaux, parce qu'on va la plupart du temps
interpréter de façon c'est pas de l'imitation, mais disons on va un peu travailler sa voix pour l'adapter à chaque personnage. Donc ça peut être changer son timbre, ça peut être juste la prosodie, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est important de savoir qui seront les personnages principaux, parce que bon, s'il y a 50 personnages, on ne va pas non plus prêter une voix propre à chacun des personnages, mais essayer d'identifier au moins les 3-4 principaux à qui on prêtera des voix particulières qui nous feront ressortir. Ça pourrait être intéressant quand même, avoir des dizaines de personnes qui se retrouvent pour chacun faire le personnage et faire un personnage et aussi avoir un narrateur. Oui, ça existe, mais ça demande ça demande des moyens importants et autant moi ce que j'ai déjà fait avec le livre de Michel Messaël et ce que je continuerai probablement à faire, ce sera du home studio, c'est-à-dire que j'enregistrerai tout seul et en étant mon propre directeur artistique, mais pour des projets comme ceux que vous évoquez, là ça se fait dans des studios professionnels où on a déjà des studios qui physiquement sont suffisamment grands pour accueillir plusieurs lecteurs simultanément, et puis on a un directeur artistique. Nous avons un Coulommiers-Chamiers, nous avons notamment un studio en bas où on peut accueillir beaucoup de gens, et nous avons des structures comme ça qu'on peut mettre à disposition. Il faut en discuter, mais nous avons des possibilités à RLP pour ça. Emmanuel Dufour, en fait, rappelez-nous, vous avez écrit combien d'ouvrages ? Pour l'instant, 9 avec le petit livre enfant. Oui. Donc il y a une œuvre. Donc il y a une œuvre, il y a forcément des projets. Oui. Parlez-nous d'avenir. Qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui se présente là pour Emmanuel Dufour ? Alors, j'ai évoqué tout à l'heure un livre qui est en cours de rédaction. Je pense que je dois en être à quelque chose comme les 2/3, dont le titre, je peux le révéler parce qu'a priori il ne changera pas, ça sera le vrai Connor le prénom. Alors pourquoi ce prénom ? Tout simplement parce qu'il m'est venu lors d'un rêve que j'ai fait en septembre 2020. Un matin, je me suis réveillé, j'ai tout pris un crayon à papier. Avec Johnny. Non, pardon, non, ça non, c'est pas Connors, c'est Connor. Voilà, donc c'est cette histoire-là. Pas dans les lettres non plus. Ah, pardon, dans ce genre qui est un petit peu laborieux parce qu'il est, comme j'ai expliqué précédemment, il est structuré en plusieurs niveaux de narration, et à chaque niveau alors il y a des personnages qui ont le même prénom, mais qui sont des personnages différents dans des contextes complètement différents. Il y a un petit côté intellectuel qui revient quand même dans la création. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Science-fiction, imagination, plusieurs niveaux de lecture, jeu d'esprit. Il y a un certain. Oui, non, mais c'est intéressant aussi. Oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je trouverai un seul lecteur qui aura plaisir à lire ce livre. Moi, j'ai plaisir à me casser la tête à l'écrire. Maintenant, ce sera sans doute un petit peu difficile à suivre, mais bon, c'est pour le plaisir. Il faut savoir faire la principale motivation, c'est le plaisir. Donc j'ai celui-ci, j'ai, comme vous disiez, aussi un livre d'anticipation que j'avais commencé, mais que j'ai laissé de côté au moment où j'ai vendu mon entreprise de plomberie, j'ai déménagé. Enfin, tout ça a fait une pause dans l'écriture de celui-ci, et puis pour produire quand même au moins un ouvrage par an pour pouvoir participer au salon, j'ai produit un recueil de nouvelles, et puis l'année dernière un polar, donc Bon baiser du bison, que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est une autre chose qui me trotte, c'est que j'ai vraiment beaucoup de retours positifs sur ce petit livre qui a une héroïne. The Name Rings a Bell. J'ai déjà entendu ce nom-là. Voilà. Je sais pas où, mais j'ai déjà entendu. Donc beaucoup de gens aimeraient revoir l'héroïne de Bon baiser du bison dans d'autres histoires, et donc ça c'est une idée qui me trotte aussi, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, et très rapidement, parce que c'est un livre qui fait un peu plus de 200 pages et que j'ai écrit en 2 mois, et qui est en fait, je crois, celui qui a le plus de succès et qui me vaut le plus de retours positifs. Donc ça me dirait bien de rempiler pour d'autres aventures avec ma petite détective qui s'appelle Gabi Babouram. Mais les noms sont amusants. Bon baiser du biron, Gabi du bison, bon baiser du bison, Voilà. C'est amusant déjà, ça attire. C'était volontaire. Oui, voilà. Et même le nom de la petite inspectrice là, voilà. Répète.
Gabi Babouram. Gabi Babouram, Voilà. rien que ça, tu vois. Mais c'était un vrai nom de famille Ouais. de l'île Maurice. C'est marrant. Ouais. Voilà. Mais j'ai choisi pour sa sonorité, effectivement. Oui, c'est vrai. C'est... Et où peut-on retrouver votre collection ? Alors moi pour l'instant je suis auto-édité, donc on peut la retrouver sur mon stand quand je suis en dédicace ou en salon, ou sinon sur internet. Où ça ? Sur le site d'Amazon en fait. D'accord. Parce que c'est le service que j'utilise pour l'auto-édition qui est assez... Un petit assez site, rempli. emmanueldufour.com ou quelque chose Non, ça j'ai pas. Non, enfin j'avais un site mais que j'avais créé quand j'étais plombier. En fait, pour l'instant, il n'a pas changé depuis On l'époque. se parlera après l'émission. Mais tous les livres ont été en auto-édition. Il n'y a pas eu un. Ouais, non, que d'auto-édition. Ouais. C'est un choix. Au départ, c'est tout simplement parce que j'avais même pas envisagé de méditer tout court. Après, j'avais une amie qui vit de son écriture dans l'auto-édition. Et je me dis tiens, on peut faire ça. Oui. Et puis après, par la suite, ce qu'il y a, c'est que je suis trop pressé quand j'ai fini d'écrire un livre. J'ai pas envie d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans pour qu'il soit publié. Donc à chaque fois, j'ai auto-édité. Maintenant, celui que je suis en train d'écrire actuellement, je me suis dit allez, peut-être que pour une fois, je vais tenter l'édition sérieusement et envoyer le manuscrit à un certain nombre d'éditeurs et attendre. Il faut que ce soit eux qui viennent. Mon premier ouvrage, je passais par un éditeur, ils n'ont jamais rien fait pour, ils l'ont vendu à un prix hallucinant, ils m'ont jamais rien donné. Ceux que j'ai fait par moi-même étaient plus facilement, j'ai plus de liberté pour les joindre, et dans mon entourage, les personnes qui eux ont véritablement été éditées avec succès, c'est l'éditeur qui est venu les voir et qui a dit je vais faire ceci pour vous, et là c'est très différent. Sans qu'ils envoient leur manuscrit. Oui. Ils avaient déjà une existence, ils avaient déjà fait quelque chose, et là, passe un appel, on renverse le paradigme. Ça va peut-être arriver. Non, en qui sait. partant de zéro, je vois pas comment un éditeur pourrait venir vers moi. Enfin, Mais tu pars pas de zéro. Justement, tu ne pars pas de zéro, tu fais justement tout ce travail de débroussaillage qu'ils ne veulent plus faire, et eux ils viennent parce que c'est plus facile. Tu vois, il y a ce côté-là aussi. Mais je lance un appel, parce que moi, j'aimerais. Enfin, ce qui me plairait vraiment beaucoup dans l'aventure éditoriale avec un éditeur, c'est le retravail du texte. C'est vraiment d'avoir un sparring partner qui puisse me pousser dans mes retranchements, m'inviter à retravailler mon texte, à l'améliorer. Ça tu peux trouver. Voilà. Par contre, le canal de distribution pour être... il y a ça aussi. Ça c'est un travail très difficile pour nous. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi beaucoup de petits éditeurs, tout simplement par le chiffre d'affaires, pas forcément par la qualité artistique, mais qui finalement ne m'apporterait pas grand-chose en termes de distribution et de diffusion, parce que moi, je vends quand même quelques centaines de livres par an, et je sais que je suis dans la moyenne, tout type, tout canal d'édition confondu. Je crois qu'en moyenne, un auteur vend, je sais plus, facile 300 ou 500 exemplaires d'un livre. Je sais plus si c'est la moyenne ou la médiane, mais c'est relativement peu. Moi, j'arrive à ce score-là en étant en auto-édition. Moi, ce que j'attendrais d'une maison d'édition, c'est d'une part un vrai travail éditorial sur le texte, et d'autre part une diffusion, parce que la distribution c'est une chose, c'est-à-dire la distribution c'est sur le plan logistique permettre aux livres d'arriver dans les librairies, mais ça ce n'est qu'une potentialité, et qui se traduit en vente dans la mesure où il y a ce qu'on appelle la diffusion, c'est-à-dire la promotion de l'œuvre auprès des libraires qui ensuite eux auront envie d'en faire la promotion auprès de leurs clients, des lecteurs. Donc un éditeur qui a un bon réseau de diffusion et de distribution peut apporter quelque chose dans ce domaine-là, et ça serait intéressant en plus du travail éditorial. Eh bien, c'était Emmanuel Dufour sur RLP. On te retrouve pour l'émission Coin Lecture, tu m'as dit. Le Coin Lecture, oui. C'est quel jour déjà, rappelle-nous ça. C'est le mardi et le samedi. Je sais qu'il y a un créneau à 11h30 et l'autre à 14h30, mais je ne sais plus lequel est lequel. Et vous irez écouter sur RLP. Christine, merci. Merci à vous tous, et merci à Emmanuel de nous avoir bien expliqué qui il était, ce qu'il faisait et où il allait. Voilà. Antoine, merci. Merci beaucoup, avec plaisir. Voilà. La suite des programmes sur RLP, merci. RLP. Radio libre en Périgord.